Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On les a vus il y a quelques temps, elles étaient tout petites avec leurs brassières et leurs tétines. On va les recevoir pour voir si elles ont grandi. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koussoum. Alors, elles sont revenues, elles ont grandi ou pas? Oui, elles ont grandi. Vous reconnaissez Ozril Édition avec Julie Nanou et Kathleen Corré. Donc, elles étaient venues là pour... elles démarraient. C'était deux autrices qui démarraient dans l'édition. Elles se sont lancées. Et puis, maintenant, c'est vraiment venu une édition sur laquelle on peut compter sur l'île. Et on vous a vu dans les salons, vous recevez énormément de manuscrits. Alors racontez-nous un peu cette montée en flèche. Je t'en prie, Julie. Ils ont grandi, mais il y a des choses qui sont... Ça change pas. Dépêche-toi, c'est toi. Attends, Julie. Alors oui, donc dernièrement on a dû clôturer notre appel à texte parce qu'on avait vraiment reçu énormément de textes. Donc pour nous permettre de les traiter tranquillement, on a arrêté de recevoir des manuscrits pour pouvoir, vu qu'on donne des réponses personnalisées à chaque texte, on les lit vraiment en intégralité pour donner un retour. Ça prend un peu de temps pour faire ça en plus des autres choses qu'on fait à côté. Donc là pour l'instant on n'en reçoit plus pour pouvoir les avancer. Donc on pense pouvoir en recevoir vers mars 2023 à peu près. Alors quand elle dit vers mars 2023, ce n'est pas sur la planète. Comment ? Non, pas la planète Mars. non, le mois de mars, c'est dans quelques mois, mais voilà. La question, encore une fois, je voulais juste dire, c'est quand deux personnes indépendantes comme ça se lancent dans l'aventure de l'édition, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce qui vous a fait grandir ? Déjà, le travail en duo comme ça, faut arriver à se coordonner de manière générale. Donc il y a eu des petits ratés au début, et puis on s'est dit mais c'est le début, c'est normal. C'est pareil dans tous les couples. C'est normal, c'est normal. On va apprendre. J'ai une façon de travailler bien spécifique à moi. Elle a sa façon de travailler, et mélanger les deux, des fois ça fait des étincelles, mais comme de partout. Hein, c'est la personne qui crie plus fort qui gagne. Non, on essaye de pas crier, on essaye de prendre le temps, on discute, elle me dit ce qui va pas, je lui dis ce qui va pas, et puis on voit comment chacune on peut aplanir tout ça ensemble en fin de compte, et au final ça fonctionne très bien. On va pas se plaindre. On s'en sort. Il n'y a pas de mort pour l'instant. Le constat est bon, mais sur l'évolution, qu'est-ce que vous avez découvert ? Qu'est-ce qui vous permet d'être plus expérimenté, plus performante ? On tâtonne, là on est au début, on reste quand même au début, ça fait qu'un an, on n'a qu'un an d'existence, et en appelant telle personne, qu'on a telle information, en se prenant une porte d'un côté, qu'on dit la prochaine fois on va faire comme ça, c'est vraiment en vivant l'expérience qu'on évolue et qu'on apprend tous les jours là. Et c'est ça, je vais clore ce que je suis en train de dire, qui fait que les gens viennent plus facilement vers vous, c'est cet esprit d'ouverture, cette façon d'être, vraiment dans une belle ouverture d'esprit, de dire que les gens, venez, et là les gens sont venus. Je pense qu'on peut dire que oui. Oui, ça attire beaucoup de dire que ils sont vraiment écoutés. Nous on est auteurs, et que les auteurs en face, ils aient quelqu'un qui leur dise on sait par quoi vous passez, on sait ce que vous attendez aussi quand on lit un manuscrit, pas avoir une réponse bateau, on renvoie régulièrement des mails, par exemple là ça fait un petit moment que les appels à texte sont clôturés, qu'ils attendent leur réponse, et quand on est dans l'attente comme ça, on s'angoisse, on dit mais on n'aura jamais de réponse, et on renvoie des petits mails de temps en temps, on dit vous inquiétez pas, vous êtes toujours sur notre liste, on n'a pas encore eu le temps de traiter votre texte, mais on arrive. D'accord. Et ça attire beaucoup les gens. Là, c'est là que vous essayez d'anticiper les crises cardiaques. Oui, notamment. Et donc, parallèle à ça, vous avez lancé aussi un concours qui a démarré l'année dernière de la Saint-Valentin. Alors, les étapes de ce concours, on en est où ?
Alors, du coup, c'était cette année pour le concours, c'était février, pour sortir le livre la Saint-Valentin prochaine, en 2023. Donc, en fait, on a fait donc c'était autour d'un thème donné, donc c'était la romance, puisque c'était pour la Saint-Valentin, donc qui correspond à une collection de notre catalogue. Donc, on a passé ce concours-là en février, il s'est clôturé en juillet, et ensuite, on a lu les textes pour justement prédéterminer les gagnants. Donc, il y a eu 3 gagnants, il y a eu premier prix qui va être édité en papier et en version numérique. Le deuxième prix, ce sera uniquement en version numérique. Et puis, on a eu les 3e prix. On a eu 2 ex-aequo et qui, eux, ont eu droit à un coaching avec nous. Donc, le coaching, c'était vraiment pour leur expliquer les b.a.-ba de l'écriture, on va dire, pour être édité, les conseils, s'il y a des questions sur l'édition, voilà. Donc, on risque de vous revoir sur le plateau avec que vos gagnants et ceux qu'ils ont... on espère que les personnes qui ont été coachées vont faire ce qu'on leur a demandé par rapport à leur texte et puis pourquoi pas les éditer par la suite parce qu'on a eu des très bonnes choses pour ce concours-là. D'accord. Quand vous dites on a reçu de très bonnes choses, c'est sur une échelle de valeur de l'écriture ou c'est des opinions Ça, c'est nos opinions. Après, l'édition, je pense que ça reste quand même... Oui, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Nous, ce qui va nous plaire à nous ne va pas forcément plaire à un autre éditeur. C'est très approximatif en fonction de chaque éditeur. Ce qui peut être accepté chez nous ne sera pas forcément accepté ailleurs et inversement. Donc, pour nous, à notre niveau à nous, on a trouvé qu'il y avait du potentiel. Alors, vous nous arrivez avec 2 livres. Catherine Coulambelle, on l'avait déjà reçue ici, sur les brouillons de l'interdit. Les brouillons interdits. Oui, les brouillons interdits. Non, c'est on est en début de soirée, on a faim, c'est normal qu'on pense aussi à manger. Donc, les brouillons interdits. Voilà. C'est d'accord. Donc ça, c'était notre premier titre sorti. Il était sorti sur le salon Athéna. Donc il y a une réédition de Catherine Coulambelle, qui est auteure de d'autres ouvrages en auto-édition, dont celui-ci était également. Il avait été finaliste du prix Flamboyant. Et quand elle nous a envoyé son manuscrit, on avait beaucoup aimé. Donc du coup, on avait décidé de rééditer son livre qui est sorti au mois de mai. Ouais, moi, et à côté, on a le 2e titre qui est sorti le 27 octobre. Donc il est tout nouveau, celui-ci. Je te laisse en parler. Amessa 10, du coup, Raphaël Marat, c'est une auteure de Métropole, donc on a aussi des auteurs de Métropole, qui nous avait été recommandée par une amie qui est d'ici. Et on avait été vraiment touchés par ce qu'elle nous avait écrit parce qu'on rentre vraiment dans la vie d'une personne sourde et toutes les difficultés que ça peut engendrer au quotidien, passer un coup de téléphone pour une panne, des petites choses comme ça qui pour nous semblent dérisoires au final. Pour eux, ça devient une montagne presque, pas insurmontable, mais presque, parce que si on n'a pas contact avec... Si on n'a pas quelqu'un qui le fait pour soi, et on se rend compte que dans l'handicap, qu'on a toujours besoin de l'autre, et c'est là que c'est le plus dur, déjà. C'est ça. Ouais. Et puis même de faire connaître déjà parce qu'elle habite dans un petit village, donc tout le monde finit par la connaître, donc elle a les contacts, elle arrive à se débrouiller toute seule, mais quand on est dans une grande ville... si on n'a pas quelqu'un avec soi pour nous accompagner, pour la moindre chose, ça devient vite compliqué. Et ce qui nous avait touché, c'est que justement, dans ce livre, Raphaël parle vraiment de toutes ces complications au quotidien, de comment ils le vivent, et des choses qu'une personne entendante n'imaginerait même pas. Par exemple, le fait qu'une personne sourde ou malentendante n'ait pas accès à la lecture. Pour nous, on disait, c'est normal, ils n'entendent pas, ils peuvent pas forcément regarder la télé, écouter de la musique, mais ils lisent. Oui. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que non, et on était hyper choqués parce que nous, on baigne dedans depuis petit, et que eux, ils ont même pas accès à la culture de base, on va dire. La culture, déjà, oui, c'est difficile, mais particulièrement à la lecture. C'est ça. On leur apprend pas, en fait. Oui, c'est vrai qu'à l'éducation nationale, il n'y a pas de système qui apprend. Il y a des écoles qui intègrent, la ressource était intégrée à Benjamin Waro, il y a eu des choses qui se font, mais par parcimonie. Et donc la particularité de votre livre... Juste pour faire une parenthèse, excusez-moi, Koulsoum, vous vous rappelez de ce film avec cette jeune fille sourde qui... Ah oui. L'acteur qui joue avec elle est décédé, je crois.
entre autres. Moi, je me rappelle de la famille Bélier. Pardon ? La famille Bélier, je me rappelle. Ah oui, là, c'est toute la famille qui est sourde et elle est entendante. Ouais. Mais non, c'est vrai. Et j'ai bien aimé la scène où elle doit traduire chez le gynécologue ou entre son père et sa mère. Mais je me souviens de celle-là. Pour le coup, voilà, c'est un film qui m'a marqué et puis c'est une langue qui est attirante au final, mais qui est très peu répandue et c'est très dommage. Alors maintenant, j'ai vu aussi que sur les réseaux, depuis petit, les mamans signaient, avant que le bébé ait accès au langage, il y a ce langage des signes où les mamans signent avec leur bébé pour déjà pouvoir communiquer de façon pas que émotionnelle, mais autrement ça commence et puis là moi je vois beaucoup passer aussi le chant signé, donc le rap, peu importe la musique qui est signée et c'est très très beau à voir au final. Vince Slam. Oui, j'ai vu passer. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est ça. Mais oui, qui lui est sourd et qui slame en langue des signes. Non, c'est ça. Et ça commence. On commence à, quand on rentre dans ce monde-là, qu'on commence à s'y intéresser, on voit des petites choses qui sont faites, mais ça devrait être un peu plus répandu. Je reviens sur la particularité du livre, donc par rapport aux sourds. Alors, la particularité de ce livre-là, donc on l'a fait en association avec l'Arpeda, qui est une association pour les malentendants et les personnes sourdes. On a intégré la langue des signes donc sous forme de QR code. Il y en a une 60aine à peu près dans le livre, donc on a les présentations des personnages. Je vais montrer le QR code parce que des gens comme nous, des fois, ne connaissent pas ce que c'est. Ça va être comme ça. Comme moi. Flasher avec le téléphone, tout simplement. Mais oui, j'ai découvert ça dans un restaurant. On va essayer de montrer QR code à tous ceux qui, comme Koulsoum, ne le connaissent pas. Parce qu'au restaurant, maintenant, on te met des QR codes. Je ne savais pas ça servait à quoi, ce truc-là. À manger. Donc voilà, il y en a par rapport au roman lui-même. Oui, et il y en a aussi, donc il y a les remerciements de l'auteur qui sont écrits et signés. L'auteur nous a signé ses remerciements. Et aussi Kevin qui a participé au signe, qui est une personne sourde, qui a signé un message de la part de l'Arpeda et de la communauté sourde, justement dans ce livre-là. Et alors, je vais juste dire, pour ceux qui pourraient faire une confusion, quand elle dit c'est signé, c'est le langage des signes, c'est dit en langage des signes. La langue française des signes. D'accord, c'est pas paraphrasé. C'est ça. Voilà. C'est traduit, on va dire. Voilà. Alors moi, c'est aussi peut-être de l'ignorance. Entre sourds et malentendants, je pensais que certains sourds, on pouvait les appareiller, les équiper. Alors. Mais apparemment, pas tout le monde peut être... Les malentendants, on peut les appareiller. Oui, et pas les sourds. Il y a certains sourds qui peuvent, après c'est une histoire de vouloir ou ne pas vouloir, parce que le problème de l'équipement, c'est qu'ils ont du mal à faire, quand ils sont dans une foule par exemple, à faire le point sur les bruits environnants, et ça devient très vite épuisant pour eux de le vivre en fin de compte, puisqu'ils vont pas faire la différence entre ce qui est près et ce qui est loin. Ça va être du bourdonnement et c'est pas forcément très agréable à vivre à mon avis. Non. Je veux dire voilà. Non, c'est beaucoup plus simple. Prenez juste le soir des fêtes, que ce soit Noël ou le 31 décembre, la nuit des pétards. Vous voyez pourquoi les chiens et les chats deviennent totalement perdus, parce que ça pète dans tous les sens et à un moment donné, ils savent plus où ils sont. Quoi. C'est normal. Quelqu'un qui a un bruit qui est en plus amplifié dans son oreille, il ne sait pas si c'est là ou ailleurs. C'est pas évident. On avait eu le cas au salon du livre Pays. Il y avait une dame qui avait un appareil qui a dit c'est épuisant pour elle. Elle l'a éteint parce qu'il y a trop de bruit et elle peut pas faire la différence entre ce que nous on est en train de lui dire et ce qui est dit 3 tables plus loin et le brouhaha ambiant. Elle a dit c'est épuisant à vivre. D'accord. Alors, vos actualités. Là, on a le marché de Noël au tampon. Il y aura
possiblement un salon aussi avec Leclerc. Oui, là, au le mois salon de février. Leclerc, oui. Et puis, on a les sorties du mois de février pour la Saint-Valentin, du coup. Et puis, il y en a d'autres qui sont en cours en finalisation de correction. On a quelques-uns qui sont prévus pour l'année prochaine. Alors, dans vos nombreuses collections, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de collections, il y a des sorties prochainement, là, qui se préparent. Ça se prépare. Il y en a en Vriséa, donc science-fiction. Qui seront programmés fin du premier trimestre, début du second trimestre. On aura en Elébor, donc Fantastic Fantasy aussi, courant de l'année. Camélia, donc pour la romance. Et puis d'autres en œillet, donc tranche de vie sur la fin de l'année. D'accord. Donc toujours dans roman, quelque chose, enfin des écrits beaucoup plus gros, plus longs, denses. Hein. Toujours pas de nouvelles encore. Hein. Toujours pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Que sur du roman. que sur du roman. Voilà. Oui, pour l'instant, on reste sur le roman. Il y a déjà beaucoup à faire. Exactement. Oui. Oui, de toute façon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Aussi. C'est ce qu'on dit. La question, c'est justement dans la démarche que vous menez aujourd'hui en tant qu'autrice et en tant qu'éditrice. La question, c'est comment vous avez créé cet équilibre pour protéger ce que vous faites déjà et puis en même temps pour aider les autres, quoi, parce que c'est un petit peu la démarche que vous menez. C'est de trouver toujours l'équilibre. Oui. Avez-vous toujours du temps pour écrire ? C'est un peu compliqué en ce moment. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire en fin d'année, là, avec les salons, les marchés. C'est de l'organisation aussi. Hein, donc, et puis, ce qu'on ne dit pas, les livres sont de vrais sujets de cadeaux en fin d'année. Et les gens actuellement aiment recevoir des livres. Mm-hmm. Là, on aimerait, pour les fêtes, c'est un cadeau avec un peu plus de cachet, de dire que j'ai un livre avec une dédicace d'un auteur, par exemple. Donc, nous, il y aura Catherine. Et on fait participer aussi les Flamboyantes, comme elles s'appellent, qui sont des finalistes du prix Flamboyant auto-édité 2021 notamment. Et ça fait toujours un petit quelque chose de dire qu'on a reçu un message personnalisé pour les fêtes d'un auteur qui a écrit un livre et qui est pour nous en fin de compte. Bien sûr. Et après pour ceux qui aiment lire, c'est toujours le meilleur cadeau à avoir, c'est le livre. Oui, évidemment. C'est pour ça que je disais ça que ne change pas. Quand on regarde la démarche, c'est pas facile de bien régenter, de coordonner, et que surtout que les délais sont pas respectés, et vous êtes toujours en train d'essayer d'être à la course, quoi, finalement. Ouais, c'est un peu ça, mais on voit les priorités, donc quand on a un peu plus de temps, là on aura un peu plus de temps pour nos écrits à nous, et puis quand on a des impératifs pour la maison d'édition, la maison d'édition passera toujours en premier là actuellement. Reste aussi l'objectif, c'est de vendre un maximum. La fête des amoureux, ça reste un commerce qui est aussi, je veux dire, bien, il faut bien aussi profiter de ça. Quelque part. On profite de toutes les occasions qui sont à notre portée pour promouvoir ce qu'on fait, nous, en tant qu'éditeurs. Donc oui, la fête des amoureux, Noël, les salons, les dédicaces, peu importe. Si ça rentre dans le thème, c'est une occasion de faire la promotion des livres qu'on a. Par exemple, nous, on était partis parler de Amesadis pour la Journée mondiale des sourds, le 27 septembre. Oui. C'était le 27 septembre, donc on a été sur place à Saint-Denis, nous, pour parler de ce projet-là. Et est-ce qu'il y aura une continuité du livre et puis de votre partenariat avec l'association qui s'occupe des sourds, des déficients auditifs ? Là, il est fini, mais nous, dans notre but, dans l'idéal, ce serait de le signer en intégralité pour les personnes sourdes. Après lui il est fini, il n'y en a pas d'autres. D'accord. En un seul tome. C'est ça. Okay. Mais oui, l'idéal ce serait vraiment qu'il soit signé en intégralité. D'accord. C'est une bonne en tout cas, ça reste une belle aventure que vous avez commencée, et aujourd'hui en tout cas, on peut dire que c'est tout un plaisir à continuer. Oui.
Avec toutes les difficultés qu'il y a. Avec toutes les... Quand on est prêt à assumer les difficultés qu'il y a dans un métier, c'est que du bonus. On a les hauts, les bas, comme tout. Peu importe ce qu'on fait, on a toujours des hauts et des bas, des contraintes et puis des avantages. Après, c'est de s'adapter selon ce qui se présente et puis on essaie de faire de notre mieux, ce qu'on apprend encore même maintenant. Donc, puis on avance petit à petit. Oui, parce que des maisons d'édition rayonnaises, on en a déjà. En rajouter une de plus, on s'est dit, ça va être quand même peut-être en concurrence avec des grandes maisons d'édition qui sont déjà sur place. Non, moi je pense que moi je vois, c'est surtout de voir ce côté un peu totalement inédit que vous apportez. Oui. Vous faites ça vraiment un petit peu hors cadre, vous faites ça à votre façon, et je pense que c'est ça qui doit plaire aussi. Oui, c'était notre but à la base avec Julie, on a dit on veut faire les choses à notre manière, pas rentrer dans un moule spécifique, ça plaît ou ça plaît pas après notre façon de faire, mais on essaye de rester au maximum authentique et en respect de nos valeurs personnelles. C'est ça, toutes les deux. On fait quelque chose qui nous ressemble. C'est ça. Voilà. De toute façon, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes visible, les gens vous côtoient et apparemment ça plaît. Pour l'instant, oui. On n'a pas eu de mauvais retour, donc ça a l'air. On est contente. Bravo à vous deux pour cette initiative et surtout la démarche que vous menez. Merci d'être venus encore sur ce plateau. On aura le plaisir de vous recevoir de nouveau lorsque l'enfant continuera à grandir, et vous aussi d'ailleurs. Et on aura le plaisir de voir un peu ce que vous faites. Merci à vous, merci Koussou. Merci Nous, on va marquer une pause, on va regarder un sujet. C'est l'interview d'un médecin, Vincent Pavopoulet du GHER. Il est médecin et endocrinologue. Il nous parle du diabète et encore une fois, il nous rappelle ce que nous devons faire ou ne devons pas faire pour éviter cette maladie qui, aujourd'hui à La Réunion, commence vraiment à progresser et c'est bien dommage. Quel est l'événement d'aujourd'hui ? Donc nous, avec l'équipe de diabétologie du groupe hospitalier Est Réunion, nous organisons une matinée de dépistage du diabète sur la place du marché couvert de Saint-Benoît. L'idée, c'est de proposer aux personnes de venir se faire dépister, de remplir un questionnaire pour évaluer le risque qu'elles ont d'être diabétiques, pour qu'elles soient informées de ce risque et qu'elles puissent prendre des mesures. Le problème, c'est que le diabète à La Réunion représente 10% de la population environ. C'est une maladie qui est grave parce qu'elle est souvent méconnue. Il y a 30% des diabétiques à La Réunion qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc c'est important de faire ce dépistage-là, dans la mesure où un diabète mal traité ou pas soigné peut avoir des conséquences graves sur la santé. Pour vous et pour vos collègues, enfin tous ceux qui souffrent du diabète, qu'est-ce qui explique ce fort taux en termes de pourcentage de personnes porteuses du diabète à La Réunion ? Il y a une part d'origine génétique qu'on ne peut pas nier, mais la génétique ne fait pas tout. C'est l'environnement dans lequel on vit. Donc malheureusement à La Réunion, on a eu rapidement l'industrialisation, l'accès plus facile on va dire à la nourriture avec l'installation des grandes surfaces. Et là plus récemment on a l'impression que les fast-food poussent plus vite que les pieds de laitchi chez nous. Et c'est vrai que cet accès à cette nourriture beaucoup plus riche, une sédentarité, chez des gens qui ont des prédispositions, fait que l'épidémie de surpoids et d'obésité augmente et le diabète est une des conséquences de cela. L'histoire de La Réunion fait que les dernières générations ont eu une priorité, c'est, en tout cas parmi les plus modernes, c'est de trouver à manger. Et d'un coup, à partir des années 80, cet accès, comme vous l'avez dit tout à l'heure, facile à la nourriture, a engendré des comportements malheureusement... Le problème, il vient de là, effectivement, c'est que les gens, ils mangeaient finalement de façon adaptée à leur activité. Aujourd'hui, on mange beaucoup, on a tendance à mettre de grandes quantités et on est devenu beaucoup plus sédentaire. Donc l'alimentation qu'on avait à La Réunion et qu'on a à La Réunion, la base avec le riz, le carri, les grains parfois, elle est bonne, mais on oublie de rajouter l'essentiel, c'est des légumes, des fibres, qui vont nous permettre de rester en bonne santé.
Mais cette alimentation-là, elle est encore juste. Et il faut la valoriser. Il ne faut pas diaboliser le riz, il ne faut pas diaboliser nos caries. Donc ça va. Maintenant, c'est une histoire de quantité. Il faut respecter ces bonnes proportions-là, en mettre juste ce qu'il faut, et garder cette part de légumes qui souvent fait défaut. Alors aujourd'hui, les gens ils nous disent oui, effectivement, on peut manger plus facilement, on va au supermarché, le riz, le curry, la viande, ça coûte pas très cher, mais l'accès aux légumes et aux fruits est plus difficile. J'accepte le fait que l'accès aux fruits, aux légumes soit plus difficile, mais ce que moi, en tant que journaliste, je vois, c'est qu'il y a un besoin de manger de tout ce qu'on leur présente. Que ce soit italien avec les pizzas, que ce soit mexicain avec les tacos, que ce soit le burger pour les Américains. Il faut qu'ils mangent de tout et en grande quantité et tout le temps. Nous, le message qu'on fait passer, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. Vous voulez manger un burger, faites-le. D'accord ? Il faut se faire plaisir parce que manger, ça fait du bien et ça fait partie des éléments, des choses qui font plaisir. Maintenant, il faut savoir contrôler ces apports-là. Et c'est juste ça qui est difficile. C'est-à-dire que si vous y allez tous les jours, c'est pas bon. Si vous y allez une fois de temps en temps, qu'on se fasse plaisir, on achète un bon gâteau, on va une fois dans un fast-food, pourquoi pas. Mais après, le reste du temps, il faut comprendre que ce qu'on met dans son assiette, finalement, ça retentit sur notre santé. D'accord ? Ça retentit sur ce qu'on a de plus précieux, c'est notre corps. Donc c'est ça qui est important. Il faut vraiment choisir ce qu'on fait rentrer dans notre bouche, parce que ça peut avoir des conséquences très graves après. D'un point de vue purement psychologique et physiologique, il y a l'histoire de la Réunion qui date de 350 à 400 ans. Il y a l'esclavage, il y a l'englagisme, il y a la pauvreté, il y a cette misère. Comment travailler justement sur ces postures-là pour que l'être humain d'aujourd'hui, le Réunionnais d'aujourd'hui, qui a connu, dont les générations d'avant ont connu des moments très durs, comment faire pour que ces Réunionnais ne portent plus justement ces souffrances du passé et puissent, j'allais dire, manger sans essayer de compenser ce qui n'a pas été avant. Moi, on essaye de ne pas culpabiliser les gens. D'accord ? C'est vraiment important cette notion-là. Et c'est vrai qu'on a des patients en consultation qui viennent, qui me disent « je me suis privé toute ma vie ». Et puis quand ils arrivent à un moment où ils ont leur retraite, ils disent « c'est le moment où j'ai envie de me lâcher ». Et c'est là que finalement la maladie leur tombe dessus. Donc on essaye de ne pas les culpabiliser. On essaye de leur dire « oui, il faut manger. Il faut manger des choses que vous aimez ». Mais ce qu'on vous demande simplement, c'est de travailler sur les portions. C'est de travailler sur l'équilibre. Mettez le riz, mettez le curry que vous aimez, contrôlez les quantités, n'oubliez pas les breads qui vont avec, et là vous avez votre repas équilibré. Vraiment, il n'y a pas d'interdit. On dit aux gens de se faire plaisir, mais travailler sur les quantités, sur l'équilibre, sur la composition de leur assiette. Comment aujourd'hui faire en sorte que la nourriture ne compense plus les souffrances, les manques, les carences ? On sait que la nourriture compense. Comment faire pour qu'il y ait d'autres éléments qui puissent prendre le relais ? Après, le problème, c'est qu'on vit dans une société, finalement, où on passe beaucoup de temps à s'occuper des autres, mais à distance. On est sur des écrans, on travaille sur des réseaux sociaux. Finalement, le lien qu'on a physique avec les autres, les échanges qu'on a avec les autres, il n'est pas très important. C'est des échanges par le biais de téléphone, de SMS, choses comme ça. Donc, c'est remettre du lien les uns avec les autres, que les familles se retrouvent, qu'on fasse des choses ensemble, de l'activité physique par exemple, et ça peut aider. Le lien, puisqu'on parle de lien, c'est le lien déjà familial. Ce lien s'est distendu avec le temps. Les familles ne sont plus que le père, la mère, les enfants. Quand c'est plus que le père ou la mère et les enfants. Avant, le cercle familial, c'était un papa ou un grand-père autour les enfants qui bâtissent leur vie, leur famille. Aujourd'hui, on sent que, on le voit d'ailleurs au niveau des personnes âgées, des personnes isolées, on voit à quel point l'individualisme est rentré dans la société réunionnaise. Comment justement aussi apporter, j'allais dire, une solution à ça ? Comment retrouver des valeurs d'avant qui peut compenser aussi et qui peut apporter, je dirais, un équilibre. Je pense qu'on ne pourra jamais revenir à ce qu'on avait avant, avec finalement la tendance qu'on avait en disant les gramounes, ils restent au sein du cercle familial, parce que finalement c'est quelque chose de lourd quand même à porter pour les gens qui s'en occupent.
parce qu'ils ont aujourd'hui d'autres activités. Avant, les gens travaillaient peut-être moins, ils travaillaient plus sur des champs. Là, aujourd'hui, les gens ils travaillent plus en ville ou ailleurs, donc ça c'est difficile. Maintenant, si on peut garder ce lien-là, que certains qui peuvent garder leur personne dépendante chez eux, pourquoi pas, mais il faut des aides. Il faut des soutiens de la part du corps médical, par exemple, de la part de certaines structures pour l'accompagnement. Parce que c'est difficile, en fait. On sait très bien que souvent, c'est les aidants qui s'épuisent et qui souffrent derrière. Il y a des personnes qu'on hospitalise parfois dans nos services pour répit familial. Parce que l'aidant, il a besoin de souffler, il a besoin de partir en vacances parfois pour s'occuper et nous, on s'occupe de la personne dépendante. Mais ce lien-là, il est plus difficile aujourd'hui parce que le contexte a changé. Donc, pour le garder identique, je ne pense pas que ce soit possible, mais on peut garder en tout cas quelque chose qui y ressemble, mais avec de l'aide. Alors, aujourd'hui, comment, avec les stratégies d'information et de communication que vous mettez en place, comment réagissent les personnes concernées? Est-ce que les résultats que vous attendez sont à la hauteur? Il y a des choses qu'on met en place à La Réunion. Maintenant on a des chiffres, on arrive à avoir des chiffres tous les ans grâce à l'ORS, l'Observatoire régional de la santé, l'assurance maladie, l'ARS. Donc on a tous les ans un bulletin qui nous donne l'état de santé de la population réunionnaise par rapport au diabète. On sait qu'il y a 83 000 Réunionnais qui sont diabétiques. On sait qu'à La Réunion, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont touchés, que les gens sont touchés plus jeunes à La Réunion qu'en métropole par rapport à ça. Maintenant, c'est un point de départ. Et là, il y a un travail qui a été fait par rapport au pré-diabète, aux personnes qui ne sont pas encore diabétiques, qui peuvent le devenir. Il y a un suivi, un état des lieux qui a été fait par mes collègues, et il y a un programme d'éducation thérapeutique qui va être mis en place pour ces pré-diabétiques-là, pour voir si, quand on intervient, et ça marche, il y a des études dans le monde qui le montrent, quand on fait de l'activité physique, quand on mange équilibré, quand on est pré-diabétique, on diminue le risque de devenir diabétique. Donc on va essayer de mettre ça en place chez nous, et on aura les fruits de ce travail-là dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous attendez dans l'évolution du comportement des citoyens, des patients? Qu'est-ce que vous attendez qu'ils fassent pour justement... Et quand je dis qu'ils fassent, c'est pas beaucoup de choses, c'est parfois une petite virgule à mettre. Justement, qu'est-ce que vous attendez pour que ils aillent dans le bon sens, ils évoluent dans le bon sens? Il faut que les gens prennent conscience que s'occuper d'eux, c'est essentiel. D'accord? Donc il faut revenir, qu'ils prennent le temps de faire à manger, se faire à manger. Il faut qu'ils prennent le temps de faire un peu d'activité physique. C'est pas énorme, on dit 30 minutes 5 fois par semaine. Voilà. On fait ses courses, on fait une petite liste. D'accord? On se prépare des menus. C'est vrai qu'aussi, qu'on regarde comme ça, on dit ouais, ça prend du temps, mais c'est pas impossible. Donc juste ce petit travail-là, d'accord, s'occuper de soi, en faisant ce minimum d'activité physique, en se préparant à manger avec des choses simples. On n'est pas obligé de manger du quinoa ou du boulgour. Voilà, mange le repas réunionnais, il est bon ça, mais un peu de riz, un peu de bread, un peu de curry, et voilà, ça marche. Donc reprendre juste ça, c'est déjà très bien. Après, malheureusement, quand on parle de diabète, on parle de maladies silencieuses. Des fois, on oublie, parce que on est préoccupé par autre chose, il y a des événements de la vie qui arrivent. Et c'est là où, quand les gens ils sentent que ça lâche, faire appel à leurs professionnels de santé, leurs médecins, diabétologues, leurs médecins généralistes, éventuellement ceux qui ont des infirmiers, pour les aider, pour les soutenir dans cette tâche-là.